Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue, vous êtes député de l'Essonne, également président de Debout la France. Samedi soir, à Crépol, une commune de quelques 550 habitants dans la Drôme, un adolescent de 16 ans a perdu la vie lorsqu'un groupe d'individus a fait irruption dans une soirée. C'est un bal. La rixe a fait de nombreux blessés. Il y a beaucoup de réactions, Nicolas Dupont-Aignan, indiquant qu'il s'agit d'une expédition punitive. Selon vous, et avec beaucoup de précautions encore à l'heure actuelle, de quoi cet adolescent a été victime? De l'insécurité dramatique qu'il y a dans notre pays, du refus depuis des années d'agir. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison, il en a construit 2500. La chaîne judiciaire, la chaîne pénale est complètement encombrée. La procédure pénale est beaucoup trop complexe. Les décisions de justice sont d'un laxisme incroyable. Regardez ce policier qui a été traîné par une voiture. Il y a eu un travail d'intérêt général. Quand pendant 20 ans, il n'y a plus de respect de la loi possible puisqu'il n'y a plus de sanctions, on aboutit à ça. Alors ajoutez le phénomène des bandes, l'impunité. En fait, l'impunité. L'impunité. Quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'inverse, dit qu'il est le garant de l'autorité. Mais quelle autorité? Encore ce week-end, dans ma circonscription, des policiers, une voiture a foncé sur eux. Mais 20, 30, 40 condamnations et jamais de prison. La chaîne pénale française est délabrée. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Il faut construire les pannes de... À cause d'une idéologie, selon vous? Les deux. L'idéologie est la cause de l'absence de moyens. De toutes ces lois qui ont été votées sous tous les gouvernements pour qu'il y ait des peines alternatives. Regardez ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est intéressant. Aux Pays-Bas, ils mettent une sanction dès le premier délit. C'est la seule solution, dès le premier délit. Mais vous avez des gens chez nous, dans nos villes, partout, je vous dis, 40 délits, toujours pas de sanction. Le nombre d'affaires classées, le nombre, dans mon département l'Essonne, mais il y a des dizaines de milliers d'affaires classées. Vous avez connu cela. D'ailleurs, en mai, il y avait une rixe en plein centre à Brunois. Je crois que c'était un mineur qui avait été suspecté d'avoir poignardé un jeune homme. Ce qui est frappant, Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'âge de ces personnes, que ce soit victimes d'ailleurs ou agresseurs, souvent des mineurs. Là encore, vous dites la justice. Mais parce qu'il n'y a pas de justice pour les mineurs, tout le monde le sait. Donc, d'abord, il y a un rajeunissement des phénomènes, bien évidemment. Et puis surtout, à aucun moment, il y a de limites mises dans tout le système éducatif, puis dans les premiers âges de la délinquance, si je puis dire. Donc pourquoi il s'arrêterait? Pourquoi il s'arrêterait? Il y a aussi plus largement les violences en augmentation contre les élus locaux, les maires. C'est dans ce contexte d'ailleurs que s'ouvre le congrès des maires de France. Son président David Lisnard dénonce un délitement de l'autorité. Selon vous, qu'est-ce que représente encore la figure du maire aujourd'hui? Est-ce que c'est le réceptacle à la fois des violences et d'une forme de misère dans le pays? C'est le dernier compagnon, c'est celui auprès duquel on va frapper. J'ai été maire 22 ans. La porte. Frapper la porte, oui, bien sûr, pardonnez-moi. C'est le confident, c'est la voiture balai de tous les problèmes de la société. Mais le problème de fond, c'est que le maire, on en parle au Salon des maires, c'est un peu comme la journée de la femme, on en parle le jour de la journée de la femme, là il y a le Salon des maires. Et puis tout le reste de l'année, l'État, la technostructure administrative, détruit la fonction du maire. Détruit? Oui. Détruit. Elle lui retire tous ses pouvoirs. On a créé des grandes communautés de communes, des structures bureaucratiques qui coûtent une fortune. Ce sont des fonctionnaires qui dirigent, ce ne sont plus les maires. Les maires sont réduits à la fonction d'état civil. Or, la commune, sur la République, c'est une autogestion. Ce sont des gens qui se dévouent comme jamais. Il faut leur rétablir leur pouvoir. Il faut leur donner une fonction. Sinon quoi? Il faut arrêter la bureaucratie. Sinon, il n'y aura plus de candidats. Et on devra payer des fonctionnaires. Vous savez, le maire, c'est celui qui tond la pelouse, qui entretient le cimetière, qui reçoit la personne qui n'a plus d'emploi, qui assure le repas de Noël, qui aide. Mais ça participe aussi d'une volonté plus générale de détruire les zones rurales, de détruire l'aménagement du territoire. Vous pensez qu'il y a un projet conscient aujourd'hui au plus haut sommet de l'État de tout concentrer de son propre pays. De tout concentrer autour des 13 métropoles. Tous les crédits vont les 13 métropoles. Vous savez que il est désormais interdit quasiment de construire une maison supplémentaire dans les villages, au nom de la zéro artificialisation. Et on entasse les habitants dans les villes. On crée des problèmes sociaux. Les Français ont un territoire magnifique. Il faut une grande politique de construction de logements,
d'aménagement du territoire. Les Français rêvent de vivre dans une maison individuelle, on leur interdit. Le prêt à taux zéro vient d'être supprimé pour les maisons individuelles. Mais pourquoi l'État, alors qu'il y a suffisamment de problèmes, rétablir la sécurité par exemple, qui devrait être la première priorité, pourquoi l'État bureaucratique veut obliger les Français à vivre dans un immeuble entassé dans une métropole? Expliquez-moi. En quoi d'ailleurs c'est pour l'environnement? Il y a les maires, Nicolas Dupont-Aignan, il y a également les policiers, je voudrais vous en parler. Hier à Nanterre, il y a eu une marche organisée par la maire de Naël suite à la libération du policier auteur du tir qui a coûté la vie à ce jeune homme en juin dernier, ce qui avait provoqué des jours d'émeutes en France. Ce policier, je le précise, est toujours mis en examen. Est-ce que c'est un rassemblement légitime selon vous? Écoutez, moi je suis toujours réticent à interdire les manifestations parce que je crois qu'il ne faut jamais casser les thermomètres. En revanche, il faut arrêter d'inverser les valeurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que personne n'a jamais parlé au moment des émeutes que le jeune était responsable de ses actes et qu'il avait eu de nombreux actes de délinquance. Et le président de la République a condamné par avance le policier. Quand au sommet de l'État, les valeurs sont inversées, tout déraille. Et on en est là, le poisson pourri par la tête. C'est une vieille expression populaire, mais qui malheureusement est très juste dans notre pays. Moi, je ne suis pas inquiet sur le pays au sens... Les Français ont plein d'atouts. Vous savez, le pays tient grâce aux Français. Il tient? Il tient à peu près. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent une guerre civile larvée? Éric Zemmour qui dit le président de deux peuples? Je ne crois pas. Je vais vous surprendre. Je crois que, bien sûr, il y a des gens en sécession. Certains doivent repartir chez eux. Il n'y a aucune raison que les délinquants étrangers restent en France. Il n'y a aucune raison qu'on garde sur notre sol des gens dangereux. Mais comme on ne fait pas la part des choses, on est en train de mettre tout le monde dans la même catégorie. Je parle tout le monde, tous ceux qui sont nés à l'étranger ou qui sont venus sur notre pays. Je crois que c'est dangereux. Vous parlez des Français musulmans? Oui, je crois que c'est dangereux. Et je crois qu'on n'est pas assez ferme vis-à-vis des gens dangereux et qu'on n'est pas assez ouvert vis-à-vis de ceux qui réussissent, avocats, médecins, infirmières, qui font le pays. Moi, je ne regarde pas la couleur des gens ni leur origine. Je veux qu'il y ait un projet, mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet d'indépendance nationale, il n'y a pas de vision de la France. Donc comment rassembler les Français quand ceux qui sont au sommet sont incapables de donner un cap au pays? C'est intéressant, vous dites rassemblement, parce que le président Emmanuel Macron se pose en garant de l'unité du pays, et c'est pour cela, il n'a pas dit ainsi, qu'il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme, justement pour ne pas peut-être agiter les divisions et les fractures. Ça, c'est une erreur au sens... il croit qu'en s'entend des manifestations, il ne choisit pas. C'est pas ça que je demande. C'est pas par défaut que je demande qu'il incarne le rassemblement. On incarne le rassemblement par un cap, une vision. Je vais vous donner un exemple. L'immigration, ils viennent décider qu'il n'y aurait pas de référendum. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. J'ai toujours dit que ces rencontres de Saint-Denis étaient un attrape-nigo. Mais c'est quand même effrayant ce qui se passe. Parce que ça fait 6 ans que 500 000 personnes rentrent par an dans notre pays. Plus de 2 millions depuis qu'il est arrivé, et qu'on ne peut pas assimiler ces personnes. Donc on va à la catastrophe. Donc on ne peut plus? Mais on ne peut plus parce que l'école n'assimile pas, elle est déjà en faillite, parce qu'il n'y a pas l'emploi suffisant, parce que c'est un assistanat, parce que seuls ceux qui travaillent, qui ont la volonté de travailler, sélectionnés, doivent pouvoir entrer sur notre sol. Et il faut faire une pause, tout le monde le sait. On va à la catastrophe. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le président de la République donne un cap. Par exemple, consulte les Français. Vous savez, pour rassembler les Français, il faut les consulter. Le général de Gaulle, dans des périodes très difficiles, la crise algérienne, c'est difficile, a consulté les Français pour sortir du piège. Pourquoi il ne le veut pas, selon vous? Parce que... Il dit qu'il n'y a pas de consensus. À la sortie de ces rencontres à Saint-Denis, il n'y a pas de consensus. Ça veut dire quoi, le consensus? C'est-à-dire que les différents partis présentent... Mais les partis, des petites soupes sur les petits feux... Ils sont représentatifs de... Mais représentatifs de quoi? Ceux qui vont à Canos... Mais peut-être, mais l'enjeu n'est pas là. La situation est tellement grave pour le pays qu'on doit consulter les Français sur les grands enjeux pour que les Français arbitrent. De même, je dis aux oppositions, mais votez la censure. Pourquoi on va attendre 2027? On va voir le pays. Vous dites aux députés LR d'y aller sur la censure. Mais les députés LR se déshonorent tous les jours, pardonnez-moi. Parce que si j'écoute bien, moi je suis comme un Français moyen, j'écoute. J'écoute M. Ciotti nous dire « ce gouvernement est le pire qu'on a jamais vu. Il faut ceci, cela, cela ». Et puis à chaque motion de censure, il y en a eu 22 motions de censure, le groupe LR a disparu. Et moi, je vais vous dire, je ne veux pas supporter jusqu'en 2027 le déclin du pays.
Et je pense que la situation est tellement grave qu'il doit y avoir un électrochoc. Soit c'est le référendum, oui, soit c'est la dissolution et les Français tranchent. Mais on ne peut pas rester encore 3 ans à subir ça. Ça ne tiendra pas 3 ans. Oh, ça tiendra peut-être. Attendez, vous savez, ce qui m'inquiète, c'est pas que ça tienne pas. C'est que le pays perd du temps, c'est que ça sera beaucoup plus difficile de le redresser en 2027 si on a fait rentrer 1 500 000 migrants de plus. Ça sera beaucoup plus difficile si la pauvreté s'accroît, si les délocalisations s'accroissent. Donc moi, ce que je veux, tout simplement, alors je suis un peu particulier dans ce monde politique, c'est que j'aimerais qu'on traite les problèmes, la cause des problèmes. C'est ça l'enjeu. On perd du temps. Et entre nous, de voir tous ceux qu'on gouvernait passer leur vie à manifester contre leur propre politique. C'est-à-dire, qui visez-vous? Tous ceux qui ont gouverné, que j'ai vu en tête du cortège sur la manifestation contre l'antisémitisme, ce sont eux qui sont les responsables de cette montée. Et ils viennent manifester. Leur choix sur la politique Mais bien évidemment, c'est eux qui ont signé tous les traités européens qui font que nous ne sommes plus souverains, maîtres de notre destin. Donc moi, je souhaite qu'on soit maître du destin. Et vous verrez qu'à ce moment-là, si vous aviez des dirigeants qui disent aux Français, voilà, je vous propose d'aller dans cette direction. C'est oui ou c'est non? Vous voulez crever comme ça ou vous voulez réagir? Le peuple français est prêt à réagir. En tout cas, tout cela intervient dans un contexte inflammable, évidemment. Hier, lors d'une conversation avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron s'est alarmé, Nicolas Dupont-Aignan, du nombre de pertes civiles à Gaza. En appelant à distinguer entre les terroristes et la population, il demande une trêve humanitaire conduisant, selon lui, à un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Alors je vais vous être franc, oui. Et pourtant, je suis en désaccord avec Emmanuel Macron parce qu'il a dit tout et son contraire. Mais je pense qu'Israël a le droit de se défendre et a le droit d'exister. Et que c'est extrêmement difficile pour Israël parce qu'il faut éradiquer le Hamas sans faire trop de pertes civiles. Mais j'aimerais qu'on s'interroge davantage sur le financement du Hamas. Où sont les dirigeants du Hamas? Et qu'on s'attaque vraiment aux racines du mal. Vous savez où sont les dirigeants? Écoutez... je crois savoir, mais j'aimerais savoir. C'est-à-dire que ce que je crois, j'ai posé la question en commission des affaires étrangères. Voilà, vous l'avez posé à un ancien ambassadeur de France en Israël. Vous pouvez retrouver la vidéo. Gérard Haro, je l'ai vu cette vidéo où il vous répond que en partie ça vient de l'Europe et en partie, dit-il, ce sont ses mots, Gérard Haro, il dit que c'est Israël qui a nourri. Il dit qu'Israël a divisé le mouvement palestinien, attention. Mais je crois que l'enjeu, c'est quoi? C'est d'éradiquer cette organisation terroriste. Et moi, je suis carré là-dessus. Mais parallèlement, et c'est ce que disait Isaac Rabin, ce grand chef d'État, parallèlement, il faut une espérance pour un peuple palestinien. Sinon, on va le remettre dans les bras du Hamas et ce sera sans fin pour Israël. Et les vrais amis d'Israël... Avec qui s'asseoir aujourd'hui pour discuter c'est le problème. C'est le problème. Quel est l'objectif prioritaire? L'objectif prioritaire, c'est d'éradiquer le Hamas, mais parallèlement de revenir à cette solution des 2 États et d'arrêter la colonisation en Cisjordanie. Il faut oser le dire. Et c'est être ami d'Israël que de dire la vérité à Israël. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens le pensent. Donc, je crois que dans cette affaire, il faut avoir des paroles qui élèvent. C'est extrêmement difficile, c'est facile de donner des leçons de Paris. Mais donc cessez-le-feu, qu'on soit bien d'accord. Non, trêve humanitaire pour un cessez-le-feu. Pour un cessez-le-feu, mais d'abord la trêve humanitaire. Nicolas Dupont-Aignan, hier, invité du grand rendez-vous, l'ancien Premier ministre Manuel Valls estime qu'un cessez-le-feu, c'est donner la main au Hamas. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut d'abord une trêve humanitaire. Cette trêve humanitaire pour éviter un drame humanitaire à Gaza. C'est vital. Et ensuite, il faut traquer le Hamas. Traquer le Hamas. Mais traquer le Hamas, ce n'est pas simplement intervenir à Gaza. Et traquer le Hamas, c'est voir les circuits de financement, voir les origines et s'attaquer vraiment aux choses. On ne le fait pas vraiment? Je ne sais pas, mais j'espère qu'on va le faire enfin. Qu'est-ce que vous répondez pour conclure à ceux qui affirment qu'on est dans une guerre de civilisation? L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin le dit également avec ses mots. Il dit que c'est l'Occident contre un Sud global aujourd'hui. Alors je crois qu'il y a un grand danger de guerre de civilisation et que justement chaque homme politique doit se hisser pour éviter cette guerre de civilisation. C'est pas être naïf. Attention. C'est s'attaquer à ceux qui menacent et qui entraînent, et c'est tendre la main à ceux qui risquent de tomber dans ce piège. Et c'est extrêmement difficile, mais c'est à la hauteur de l'enjeu historique. Encore une fois, en tout cas, comme responsable politique français, moi je demande plus de fermeté, notamment en France,
contre les intégristes, contre les frères musulmans, contre tout ça, mais aussi plus de justice dans notre politique étrangère. Et la France a abandonné une politique étrangère indépendante. On l'a vu en Ukraine, on le voit vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, on le voit en Afrique. Moi, je veux revenir à une grande politique étrangère indépendante. Et là, vous verrez que le regard du monde, du Sud global sur la France, sera différent. Merci Nicolas Dupont-Aignan, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1.